Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous retrouve dans un instant pour la rétrospective de l'actualité. C'est Manguebo News avec Joseph Pouloulou. Au sommaire de cette édition, l'accueil à la citoyenneté française, c'était la préfecture de Melun avec le préfet Jean-Luc Marx. L'inauguration au plein ciel, le centre commercial Franprix rouvre ses portes, c'était la semaine dernière. Et bien sûr, la RDC avec notre invité Bob Boulaboué. Cérémonie exceptionnelle d'accueil à la nationalité, c'était à la préfecture de Melun le 25 novembre dernier. De nombreux Seine-et-Marnais ont obtenu la nationalité française sous la houlette de Jean-Luc Marx, préfet de Seine-et-Marne. Un reportage signé Bafodé Touré, Nassourdine Abdillah. Manguebo TV était présent ce vendredi 25 novembre à la préfecture de Melun pour assister à la remise de nationalité française de plusieurs Seine-et-Marnais, une cérémonie où l'on a pu revoir de nombreux élus du département venus féliciter ces nouveaux Français. Pour l'occasion, le préfet de Seine-et-Marne, Jean-Luc Marx, était présent et a tenu à faire un discours. On écoute un extrait. Je prends la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'accueil des nouveaux citoyens français que vous êtes. Cette cérémonie est un moment important pour chacune d'entre vous et pour la nation. Elle consacre désormais votre appartenance pleine et entière à notre communauté nationale. C'est aussi l'occasion de marquer la bienveillance que la nation témoigne à l'endroit de celles et ceux qui la rejoignent. C'est enfin un moment de partage des valeurs républicaines. L'appartenance à la nation française est un acte libre et volontaire. Elle est également un sentiment qui mûrit chaque jour dans le cœur de chacun d'entre nous, qu'on soit né à Alger, à Ankara, à Lomé, à Tinfou, à Melun, un sentiment porteur à la fois de droit et de devoir. Ernest Renan, parlant de l'idée de nation, rappelait qu'elle devait faire l'objet d'un plébiscite de tous les jours. Par cette formule célèbre, il voulait signifier que notre conception de la nation était ouverte, vivante et profondément enracinée dans notre histoire. Des Seine-et-Marnais fiers de brandir leur toute nouvelle nationalité française en famille. Au Mai-sur-Seine, le Franprix est de retour. C'était en présence de nombreux élus venus pour l'occasion. Manguebo TV était dans le magasin flambant neuf afin de recueillir les impressions des gérants et clients de l'enseigne. Un reportage est signé Bafodé Touré, Joseph Pouloulou. Ce lundi 28 novembre, Manguebo TV s'est rendu à l'inauguration du nouveau Franprix situé au Mai-sur-Seine. Le magasin situé centre commercial plein ciel a fait peau neuve après plusieurs mois de fermeture et les clients étaient ravis de cette réouverture attendue dans la ville. Pour l'occasion, plusieurs élus étaient présents et notamment le maire de la commune, Franck Vernin, venu soutenir l'enseigne française et son patron, M. Abou, que l'on écoute au micro de Manguebo TV. On a ouvert ce magasin donc jeudi dernier, on est très très heureux. Moi personnellement j'attends. Je voudrais remercier tout d'abord le directeur du magasin qui se cache, je crois, qui est là, Redouane, avec l'ensemble du personnel, parce que c'est surtout grâce à eux qu'on a pu ouvrir. Ils ont bossé dur. Merci aux employés qui nous ont rejoints, une partie donc, de l'ancienne équipe qu'on a repris et une partie de nouveaux employés. Merci à eux parce que vraiment ils ont vraiment travaillé dur. Je pense que pour toutes les personnes qui sont passées pendant le chantier, parce que c'était visible, se sont rendus compte de tout le travail qu'il y a eu, donc merci à eux. Franck Vernin, le maire de la commune, est aussi allé de son discours. Je crois que vous avez les ingrédients. Vous avez souligné aussi la reprise du personnel pour les gens qui étaient volontaires, bien évidemment. Ça, c'est aussi un élément sur le plan humain et professionnel important. Je crois que voilà, les ingrédients sont là. Ce soir, il y a du monde à cette inauguration officielle. Je suis venu à plusieurs reprises voir les travaux. Donc avant, je suis venu à l'ouverture, je suis venu également après. Et j'ai pu constater la satisfaction des clients qui fréquentent ce magasin. Donc bravo à vous. Bonne route sur notre territoire. On est ravis de retrouver un Melunais, donc quelqu'un de l'agglomération, s'investir à nouveau dans ce secteur. Et puis on fera tout bien sûr pour vous aider et on fera, je parle aux personnes qui sont ici, le relais pour qu'au-delà de la page Facebook, on puisse aussi en parler et rappeler que ce magasin est important.
Et ces magasins ne fonctionnent, je vous le rappelle quand même, que seulement s'il y a des clients. Donc on peut, à un moment on peut dire, on n'est pas content quand ça ferme, mais s'il n'y a pas de clients, donc ils vont faire leur travail et s'il y a des remarques, ils seront, je pense, en capacité d'entendre ces remarques. Mais il faut aussi faire venir des clients. Donc faites marcher vos réseaux, c'est important pour le commerce local et pour la commune. Merci, bravo à vous. Ces deux hommes que l'on a retrouvés avec Joseph Pouloulou. Je suis très très heureux de voir tous ces gens-là. On se rend compte surtout que les commerçants, la mairie, tous les gens, toutes les personnes qui sont autour de ce centre sont très très impliqués. Moi, c'est la première fois que je vois autant de monde être intéressé par la réouverture. Alors je sais que c'était la locomotive du centre, tout le monde attendait la réouverture, mais les gens sont vraiment impliqués et je suis très très heureux. Pour rappel, le magasin Franprix est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 13h. On reste au Mai-sur-Seine sur les traces de M. le maire Franck Vernin qui a visité cette semaine un nouveau centre de formation en TP de cuisine installé dans sa ville, un centre à l'initiative de M. Samuel Chiswaka. Reportage Bafodé Touré. La ville du Mai-sur-Seine dispose désormais, à l'instar d'autres secteurs d'Île-de-France, où il est installé d'un centre ISP formation à proximité de la gare RERD. La structure a reçu ce mardi la visite de Franck Vernin, maire du Mai-sur-Seine, vice-président du conseil départemental et de l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Ce dernier, qui a favorisé l'arrivée de ISP Formation dans sa ville, a pu échanger avec les stagiaires qui ont, avec enthousiasme, expliqué leur quotidien au maire et à son équipe. Plein de choses. Encore, on fait, pour le dessert, on fait mousse au chocolat, on fait... Depuis la rentrée, cette association offre aux demandeurs d'emploi à Seine-et-Marnais des sessions de formation en cuisine de 6 à 9 mois, formation rémunérée en partenariat avec Pôle emploi sanctionné par un TP de cuisinier. Ces formations certifiantes, gratuites et rémunérées sont financées par la région Île-de-France et le Pôle emploi. En politique nationale, dimanche dernier, jour crucial pour la droite française. En effet, les républicains et les centristes devaient choisir leurs candidats pour les présidentielles. La ville de Melun a voté également pour ce grand rendez-vous. Un reportage de Bafodé Touré et Nassourdine Abdillah. Soir de primaire du côté de Melun, au bureau de vote place de la Motte aux Cailles. Les Melunais étaient appelés à choisir leur candidat pour l'investiture à droite en vue des présidentielles de 2017. Les sympathisants républicains qui ont répondu présents ce dimanche 27 novembre dans la bonne humeur. Même les enfants ont indirectement participé au scrutin. Un vote qui a finalement vu la victoire de l'ex-premier ministre François Fillon. Dans l'actualité internationale, je vous l'ai dit, dans le titre, nous irons en République démocratique du Congo avec notre invité, M. Bob Bolaboué, membre de la dynamique de la diaspora, qui nous donne les dernières informations et analyses sur son pays, la République démocratique du Congo. Et c'est dans quelques instants. Membre de la diaspora congolaise, membre de la dynamique de la diaspora, il est le président du RPDR. Bob Bolaboué, bonjour. Oui, bonjour, Vous êtes très attentif à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Malgré la désignation d'un Premier ministre et l'accord inclusif signé à la Cité de l'Union africaine, on a l'impression qu'il faut encore faire des efforts. Oui, je pense qu'il faut encore faire des efforts. Pourquoi? Parce que en fait, il faudrait arriver à ce que les accords signés à la Cité de l'OEA deviennent inclusifs. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que certaines personnes se sentent lésées. Il faudrait qu'on arrive vraiment à ce que toute la classe politique congolaise puisse émettre d'une même voix. Les efforts de la CENCO vont dans ce sens. Les dernières exigences du rassemblement avec Tshisekedi, où il y a
un vrai défilé de la classe politique et des médiateurs. Est-ce que les exigences du rassemblement vous paraissent logiques et aller dans le sens de la décrispation de cette crise qu'on pourrait craindre pour le 19 décembre? Bon, moi ce que je pense c'est quoi? C'est que juste 2 petites minutes pour essayer un peu de résumer la situation. Vous savez, au Congo, les élections ont eu lieu pour la première fois au mois de mai 1960. Non, mai 1959. Et on a mis en place le Parlement avec Lumumba et les autres. Depuis cette crise qui s'était passée le 14 septembre 60, le 5 septembre, lorsque Kasavubu a démis Lumumba de ses fonctions et que Lumumba a fait pareil, et Mobutu a intervenu le 14 septembre, le premier coup d'État de Mobutu, le processus électoral au Congo s'est arrêté. Parce qu'après, Mobutu est arrivé par un coup d'État, il a dirigé pendant 32 ans sans solliciter comment dirais-je... Même s'il y a des élections quand même, il y a des élections. Oui, non, mais il y a eu quoi? Il n'y a pas eu d'élection. Bon, avec le parti d'État. Le plébiscite. Voilà, le plébiscite. Oui. C'est pas ça l'élection. Mais il a fallu attendre 97 pour que Laurent Désiré Kabila arrive. Il arrive avec la force des armes. Il prend le pouvoir lorsqu'il n'y a pas eu élection. Ben, quelques temps après, on a connu la guerre, quoi. Et on s'est retrouvé dans une situation où Jean-Pierre Bemba, avec les Ougandais, ils ont pris pratiquement le nord-est du pays, et que Robert Roy, avec Zaïn Ngoma, ils ont pris une autre partie avec le Rwandais. Sud-Est. Donc le pays était complètement divisé en 3. Et entre-temps, ils ont assassiné le roi Désiré Kabila. Alors, on s'est retrouvé à Sun City. À Sun City, on a 2 battus. On s'est dit que, tiens, une des causes des guerres que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, c'est une crise de légitimité. À partir de maintenant, on va se mettre tous d'accord. Ne pourra prendre le pouvoir au pays que la personne qui ira solliciter le peuple. Et si le peuple t'accorde un mandat, tu as droit à un mandat de 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans au maximum, ben, il faut passer la main. Voilà. C'était un pacte qu'on avait signé à Sun City, un pacte républicain, et on l'a moulé dans la Constitution. La Constitution dit que voilà, on a droit à 2 mandats, mais en même temps, la Constitution avait prévu autre chose. Pour ça, un peu la mentalité des Congolais et des Africains, des gens qui veulent s'intéresser au pouvoir, la Constitution a dit, si une personne ou un groupe de personnes voudrait s'emparer du pouvoir, comment dirais-je, par la violence, le peuple a le droit, justement, de s'opposer par tous les moyens. Donc, l'article 64. Oui. Nous sommes arrivés, on est parti aux élections en 2006. Kabila, il a gagné, entre guillemets. On est parti en 2011. Kabila, entre guillemets, il a gagné. Sans oublier le bonus du 1+4. Ah oui, voilà, oui. Ça j'ai oublié. Oui, oui. Alors, Kabila a eu droit à ce bonus du 1+4. Mais à part le bonus, on se dit ceci. Oui. Puisque personne n'a gagné la guerre, nous devons partager le pouvoir. Le partage d'une manière équitable et équilibrée. Pour que chacun puisse se retrouver. On doit partager le pouvoir. Aujourd'hui, c'est quoi la situation? Là où on attendait les élections, Kabila a convoqué le dialogue. Oui. Nous étions contre le dialogue. On s'est battu contre le dialogue avec la dynamique. Et on est arrivé au mois de mars. La France a, comment dirais-je, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, on a voté une résolution 2017 qui nous appelle à aller au dialogue. Mais à la différence que ce dialogue devait respecter la Constitution et que la résolution devait être opposable à tout le monde, même à Kabila. Oui. Et on s'est retrouvé à Geval avec le président Tshisekedi, avec toute l'opposition là-bas. Et on a tous décidé justement d'aller à ce dialogue-là. Bon, comme vous le savez, il y a eu des préalables, certains qui n'ont pas été respectés. Donc les uns sont partis sans pour autant vraiment tenir compte au préalable. Les autres sont restés. Donc la dynamique est plutôt, le rassemblement est resté. Oui. Mais aujourd'hui, puisque ceux qui étaient partis au dialogue, ils ont discuté, ils ont eu certaines avancées. Mais je pense que si le rassemblement était parti dans ces assises-là, on aurait eu plus
Comprenez? Sauf qu'aujourd'hui, il faut quand même partir de quelque chose. Vous le dites bien. M. Badi Banga a été désigné comme Premier ministre à l'issue de ces accords. Le rassemblement veut bien s'impliquer, mais les demandes du rassemblement ne vont-ils pas dans le sens conflictuel, puisqu'on voudrait quand même, comme vous le dites, éviter que le 19 décembre, il y ait mort d'homme? Oui, mais pour le rassemblement part du principe que personne n'ayant gagné la guerre, personne ne pourra diriger seul. Donc personne n'a gagné les élections. Voilà, comme il n'y a pas eu les élections, personne n'a gagné les élections, personne ne pourra diriger seul. Ouais. Il faut qu'il y ait partage équitable et équilibré du pouvoir, comme ce fut le cas à son site. D'accord. Vous comprenez? Donc à partir de ces moments-là, si on dit partage équitable et équilibré du pouvoir, ça veut dire quoi? La majorité, on va commencer au niveau de la présidence. D'accord. La majorité. Mais, M. Bobola, vous vous rendez compte que jusque-là, personne n'a osé demander le partage au niveau de la présidence? Oui, mais le partage au niveau de la présidence, c'est quoi? C'est que, d'abord, je vais arriver. Au niveau de la présidence, au niveau de la primature, au niveau des services de renseignement et de sécurité, au niveau de l'armée, au niveau des entreprises, des mandataires. Donc, il faut qu'il y ait et jusqu'à l'Assemblée. Jusqu'à l'Assemblée, effectivement. Il faut qu'il y ait partage équilibré et équitable du pouvoir. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ben, pour moi, en tout cas, à ce qui me concerne, ça veut dire que le pouvoir du président de la République, on doit lui dépouiller de certains de ses pouvoirs. Le transmettre auprès du Premier ministre. Puisque le Premier ministre sera de l'opposition. Parce que là, je m'appuie sur les accords du 18 octobre. Peut-être que les dialoguistes l'ont signé. Ils ont obtenu la primature. Mais moi, je remonte beaucoup plus loin. C'est que dans les cadres, comment dirais-je, du partage équilibré du pouvoir, il faut que la primature et la présidence, c'est l'exécutif en fait. Bien sûr. L'exécutif est composé de la présidence et de la primature. Il faudrait qu'il y ait partage équitable. Ça veut dire quoi? Le président Kabila, on doit lui dépouiller de certains de ses pouvoirs et les transmettre à la primature. Donc vous voulez parler, par exemple, des ministères régaliens, c'est-à-dire par exemple la justice, les affaires étrangères ou les finances que la majorité veut garder. Il faut qu'ils acceptent de le partager avec le gouvernement. Déjà, le premier point, c'est que le président Kabila n'a plus le droit de décider comme il veut. C'est-à-dire qu'au niveau de son pouvoir, il n'a plus le droit d'engager le pays sur le plan interne. Donc sans consulter son Premier ministre. Et tout à fait, sans consulter. Mais sauf que c'est lui qui a nommé le Premier ministre, donc on peut même le démettre. Non, mais attends, non, là aussi il y a un problème. Si on signait, on partait dans le sens voulu par le Rassemblement, le président n'a pas le droit de démettre le Premier ministre. Parce que le Premier ministre, qu'est-ce qui va se passer? Le Premier ministre, on doit le présenter à l'Assemblée, au niveau du Parlement. Il faut que le Parlement l'a adopté. Il faut qu'il y ait des accords qui diraient ouvertement que le président n'a pas le droit de limoger le Premier ministre, sauf si le Rassemblement ou l'opposition elle-même de les avouer. Alors, deuxième chose, vous savez que l'acte de nomination du Premier ministre n'a pas été signé par le président de la République, c'est son chef de cabinet. Mais c'est là aussi, là où le Rassemblement pose encore un problème, parce que si attendez, on est dans quel pays, franchement? Moi, je crois que l'acte de la nomination du Premier ministre, ce n'est pas à un directeur de cabinet. Le directeur de cabinet, c'est un fonctionnaire, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on peut l'échanger à tout moment. Il n'a pas été élu. Le peuple ne le connaît même pas. Il appartient au président, à ce niveau-là, de prendre ces engagements-là. C'est le président qui doit signer la nomination du Premier ministre. Oui, mais justement, si on peut revenir en arrière, on peut aussi considérer que les accords de l'Union africaine n'ayant pas été signés par le chef de la majorité présidentielle, mais c'est encore une fois le chef de cabinet du président qui l'a signé, alors qu'il n'a pas le statut d'élu. Là aussi, c'était quelque chose, un morné. Oui, c'est ce que je dis. L'accord de la cité de l'OIA, c'est un accord, c'est une œuvre humaine. Ce n'est pas parfait. D'accord. L'article 24 de cet accord-là demande à ce que le Rassemblement puisse apporter des amendements. Parmi les amendements, il faudrait que le Premier ministre soit nommé par le président. Et la signature du président doit apparaître. Ce n'est pas à un directeur de cabinet. Donc vous ne remettez pas en question la désignation de M. Badi Banga, mais vous pensez qu'il faut qu'il travaille, et s'il doit travailler, là les choses traînent, on passe pratiquement la deuxième semaine de sa nomination, on n'a encore pas de gouvernement, et on ne dit encore rien de la CENI.
Vous avez parlé de tout partager, mais vous n'avez pas évoqué la CENI, vous n'avez pas oui, évoqué le Parlement. Comment, à quelles conditions, comment va-t-on nommer? Ça veut dire qu'il faut que tous ceux qui sont élus aujourd'hui au Parlement, les députés, les sénateurs, doivent sortir pour qu'on en désigne d'autres. Écoutez, c'est pour voilà ce que moi je pense. Le 19 décembre 2016, oui, le mandat de Kabila s'est terminé. Oui. En principe, Kabila doit dégager. Maintenant, si pour des raisons X ou Y, oui, on n'arrive pas à le faire partir, il faudrait qu'on arrive à partager le pouvoir. Okay. Et ce partage doit concerner tout le compartiment du pouvoir. Okay. Au niveau de la présidence, au niveau de la primature, au niveau du Parlement, au niveau des entreprises publiques, au niveau des services de sécurité de renseignement, au niveau de l'armée. Et la CENI? Mais la CENI n'est pas exact. La CENI également, parce que la CENI, c'est l'organe qui va organiser les élections. Si on laisse la CENI entre les mains de la majorité, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on risque de connaître tout ce qu'on a. Donc vous voulez dire que même Corneille Nangaa doit, enfin, au moins être désigné par une faction? Non, on doit repartir à zéro. Okay. C'est-à-dire que, moi ce que je propose, s'il y a un président qui est là, le à la président CENI, à la CENI, on doit adjoindre 2 vice-présidents. Un président de l'opposition et un président de la société civile. Non, un président de l'opposition, non, un vice-président de l'opposition, oui, un vice-président de la société civile, oui, avec un président de la société civile. D'accord. Société civile avec opposition et majorité. Oui. Donc, le président de la CENI doit venir de la société civile. Mais à côté de Corneille Nangaa est de la société civile. Oui, mais Corneille Nangaa, si tu veux, c'est quelqu'un qui... on doit repartir à zéro, pas avec Corneille Nangaa. D'accord. Corneille Nangaa, il a travaillé, il a bien travaillé ou pas, là n'est pas le problème. Mais pour repartir à zéro, Corneille Nangaa doit dégager. Ok. Donc la société civile doit présenter une autre personne, mais à qui on adjoindra 2 vice-présidents, l'un de l'opposition, l'autre de la majorité. Ça, c'est au niveau de la CENI. Mais au niveau du Parlement, parce que le Parlement qui est là, ou alors on dit, le Parlement tel qu'il est là-bas, il ne pourra plus voter. D'accord, les lois. On peut mettre ça en place. D'accord. Ou alors on dit, s'il faut qu'il vote des lois, dans ces cas, au niveau du Parlement, on repart aussi à zéro. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de désignation. Mais bien sûr. Comme on l'avait fait dans le 1+4. Au niveau de la CNS, par exemple, au niveau de 1+4, ouais, le député qui était là-bas, ils étaient désignés, ils étaient cooptés. Donc on peut coopter au niveau de l'opposition, au niveau de la majorité, pour que cette assemblée, qu'on peut appeler la constituante, puisse jouer le rôle de l'assemblée. Ça, c'est au niveau du Parlement. Où on laisse le Parlement en place. Mais on la dépouille de ses prérogatives. De ses prérogatives. Ouais. Ou alors on met en place une constituante qui aura tous les pouvoirs d'un Parlement. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait partage équilibré et équitable de pouvoir. Parce qu'au nom de quoi Kabila ou la majorité pourront diriger les pays alors qu'ils n'ont pas gagné les élections. Alors qu'eux, ils sont à la base même de la crise artificielle que nous connaissons aujourd'hui. Vous comprenez? Oui. C'est pour dire que le rassemblement a posé quelques préalables. Je dirais que pas préalables. Moi, je pense ça en termes de propositions. Bien sûr. Il a apporté des propositions sur la table. Oui. Et c'est à lui ce qui était. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a toujours dit que le rassemblement, il dit seulement non, non, non. Mais pour une fois qu'il y a des propositions crédibles qui sont sur la table, discutons-en. En tout cas, on va en discuter et j'espère que votre message est bien passé. Merci Bob Bolaboué. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président national du RPDR. Le RPDR, ça veut dire Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau. Notre combat, notre cheval de bataille, c'est la démocratie et le renouveau. La démocratie, parce que je veux dire qu'il n'y aura jamais de développement sans démocratie. Tout comme pas de démocratie sans développement. C'est vraiment lié. Renouveau, nous voulons qu'il y ait renouveau, pas seulement des hommes, mais renouveau aussi dans les cités. Merci, Bob Bola. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de Mangembo News. Je remercie mon réalisateur Adrien Massoua et toute l'équipe de la rédaction de Mangembo, Nassoudine Abdillah, Rachel Chizoubou et bien sûr le journaliste preneur de vue, M. Bafodé Touré. Au revoir.